C'est la première d'une série de 6 conférences qui sont intitulées Écosocialisme ou barbarie. C'est la première pour discuter un peu de la crise et, comme Alejandra vient de nous dire, des acteurs, des forces sociales qui peuvent se mobiliser autour de la question de l'écosocialisme. Alors peut-être pour reprendre très rapidement avec vous l'historique de ce slogan-là, écosocialisme ou barbarie. Alors, en fait, c'est la reprise contemporaine d'un slogan que Rosa Luxembourg, la grande dirigeante du mouvement ouvrier socialiste au début du XXe siècle, avait lancé pendant la Première Guerre mondiale. En fait, ce qu'elle disait à cette époque-là, c'était nous avions le choix, au début du XXe siècle, entre le socialisme d'un côté ou la barbarie. La barbarie, c'était les guerres mondiales. Et effectivement, malheureusement, c'est la barbarie qui a prédominé au début du XXe siècle avec la Première Guerre mondiale, plus tard, dans les années 40 avec la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, de ce point de vue-là, elle n'avait pas tort de dire ou bien nous transformons le système, ou bien nous tombons dans une barbarie sans nom qui s'est avérée être les guerres mondiales, la Première et Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi et comment ça a été repris à l'époque contemporaine avec les forces du marché, essayer de faire en sorte que l'on s'éloigne de l'exploitation des énergies fossiles pour développer des énergies vertes, des énergies renouvelables. C'est complètement elle-même est un des principaux financiers mondiaux de l'exploitation des énergies fossiles. Donc, on voit bien que c'est des paroles vides de sens, il n'y a pas de vrai programme, ce sont des belles paroles que l'on lance pour montrer que l'on s'occupe de la crise, mais en réalité, c'est un cul-de-sac. Donc, c'est la première solution mise de l'avant, verdir le néolibéralisme, mise de l'avant par les grandes banques, les dominants au niveau du monde. Il y a un autre scénario qui se profile, qui est repris souvent par les grandes ONG climatiques, notamment ce qu'on peut appeler le Green New Deal, ou le capitalisme vert. Et pendant Davos, ce qui est très intéressant, c'est le directeur international de Greenpeace, un militant très connu d'Afrique du Sud, qui s'appelle Kumi Nadu, s'était distingué dans la lutte contre l'apartheid, a écrit un article dans le journal britannique qui s'appelle The Guardian, le 24 janvier, 25 janvier, donc pendant Davos. Essentiellement, ce que Kumi Nadu disait, c'est que c'est les corporate powers, donc les forces des multinationales, des grandes firmes multinationales, qui sont responsables de l'aggravation des changements climatiques et donc du réchauffement de la Terre. Mais sa solution, c'était faire appel au capitalisme progressiste, à ce qu'il appelle the progressive corporation, pour se battre contre, si vous voulez, la fraction capitaliste qui, elle, développe les industries fossiles, qui est la plus réactionnaire, pour tenter de faire prévaloir un système de développement qui serait soutenable. Et cette attitude-là est reprise souvent par les grandes ONG, a été, quant à moi, théorisée par un économiste vert du nom d'Alain Lipietz, qui, dans son dernier livre, qui s'appelle Green New Deal, écrit en français, mais c'est Green New Deal, le formule très clairement comme un compromis historique. Ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'à court terme, on ne peut pas dépasser le capitalisme. Et donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est tenter de faire un peu comme avait été fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le grand compromis fordiste, tenter de faire un compromis vert, qui serait la tentative par l'État, par la planification étatique, d'établir l'État comme partenaire avec l'entreprise privée, de développer un plan d'investissement dans les énergies renouvelables lié à des réformes keynésiennes, lié à des réformes un peu social-démocrates, comme étant à peu près la seule solution que nous pouvons envisager à court ou à moyen terme. C'est ce qu'il appelle le Green New Deal, basé sur un compromis historique avec les grandes forces du capital. Le problème dans cette vision-là, c'est qui est prêt, parmi les grandes fractions du capitalisme mondial, à faire l'interaccord. Il n'y en a pas. Je n'en ai pas vu. Personne n'en a entendu parler. Il y a les partis verts qui le proposent, il y a certaines ONG internationales qui le proposent, mais il y a très peu de gens qui sont prêts à dialoguer sur cette question-là de l'autre côté. Même plus, si vous voyez les tentatives très timides d'instaurer un Green New Deal ou un New Deal vert, tout était un échec. L'échec le plus patent, c'est celui d'Obama. Quand Obama est venu au pouvoir en 2008, il a mis de l'avant dès 2009-2010 ce qu'il appelait lui-même un Green New Deal. Et ça a été un échec total parce qu'il a été bloqué au niveau du Congrès par les conservateurs.
Et après, il s'est retourné et il a accepté de jouer à fond la carte du développement des industries fossiles. Et on voit aujourd'hui les États-Unis en voie de dépasser l'Arabie saoudite comme le premier territoire de production du pétrole et du gaz d'ici à 2020. Les États-Unis, avec la fracturation hydraulique et le développement de ce qu'on appelle le pétrole et le gaz non conventionnel, en train de devenir la première puissance pétrolière et gazière au monde. Donc, le Green New Deal s'avère un échec. Même chose quand les Verts étaient en alliance avec les sociaux-démocrates en Allemagne, ça n'a aucunement baissé l'émission des gaz à effet de serre en Allemagne. On voit que ce qui arrive, c'est que la loi fondamentale du capitalisme, la recherche des profits maximum, hein, l'accumulation sans fin, la concurrence entre les capitaux, ces choses-là ne sont jamais limitées, ni par un New Deal Fordiste, comme on a vu dans les années 40 ou 50, ni non plus par le Green New Deal. Donc, on voit que c'est une sortie de crise illusoire qui est proposée. Donc, ces deux versions-là, soit le néolibéralisme vert, soit le Green New Deal, plutôt social-démocrate, sont en fait des versions du capitalisme vert qui ne nous amènent pas à sortir de la crise. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à sortir de la crise? On a vu un début de définition lancé par le mouvement ouvrier international autour du concept de la transition juste, ou just transition comme il l'appelle. Essentiellement, ce que le mouvement ouvrier international a développé comme position, c'est de dire, écoutez, il faut passer à un autre régime énergétique, il faut passer à une transition énergétique, il faut sortir du système énergétique actuel basé sur l'exploitation des industries fossiles du pétrole pour un système plutôt d'énergie renouvelable. Mais cette transition-là, absolument nécessaire, doit se faire de façon juste du point de vue social. C'est-à-dire que ce n'est pas les travailleurs et travailleuses, ce n'est pas les classes populaires qui doivent payer pour cette transition-là, mais ça doit se faire par le développement d'un programme d'emploi juste, par le développement de systèmes sociaux, par finalement, si vous voulez, la sortie du néolibéralisme vers des réformes sociales. Ce qui est intéressant avec cette formulation-là, qui peut donner porte, qui peut donner ouverture sur le Green New Deal, sur le capitalisme vert, c'est un débat qui s'est développé depuis 2010 en Afrique du Sud. Pourquoi en Afrique du Sud? Parce que le mouvement syndical sud-africain, la COSATU, a pris cette question de la transition juste, puis en a débattu deux versions. Ce qu'ils appelaient la version minimale défensive, celle que je viens de dire, il ne faut pas que le coût d'une transition énergétique retombe sur les classes populaires, versus une définition qu'ils appellent maximale et offensive, qui est celle de changer de régime, changer de société, changer le système. Et il la formule de deux façons. Ce qu'ils appellent paradigm change versus regime change, c'est-à-dire changement de paradigme, passer d'une façon d'exploiter les énergies à une autre, versus un changement de société. Et on a vu ces deux versions-là être adoptées par différents syndicats au sein même de la COSATU. Par exemple, le syndicat des mineurs, très attaché à l'exploitation minière, préfère la formulation défensive, très réformiste, de dire nous ne voulons pas payer pour les changements climatiques, nous ne voulons pas payer pour la crise. Nous voulons sortir de la crise, mais sans que cela nous coûte nos jobs ou affecte nos industries. Versus un autre syndicat, le syndicat peut-être le plus militant au sein de la COSATU, qui s'appelle la NUMSA, National Union of Metal Workers. Et ce syndicat-là a repris au contraire la définition offensive maximale en disant la juste transition ne peut être juste que si l'on sort du régime actuel et que l'on va vers une transformation du régime de propriété pour développer le contrôle sur les compagnies, l'autogestion ouvrière et rompre avec la nature actuelle du système en passant vers un autre système. Alors on voit en Afrique du Sud commencer à se développer ce débat-là en définition différente de la transition juste. Pourquoi c'est important? C'est parce que la définition plus maximale, la définition qui ouvre la discussion vers un changement de régime, et régime change, est en fait la base à partir de laquelle on peut développer le débat sur l'écosocialisme, et c'est la base à partir de laquelle le débat sur l'écosocialisme peut se développer au sein du mouvement ouvrier, au sein des mouvements progressistes. Regardons un peu plus la question de l'écosocialisme et les forces qui peuvent se développer
qui peuvent s'agglutiner autour de ce nouveau concept. Je vous ai parlé un peu de la situation en Afrique du Sud. Essentiellement, les nouvelles forces qui se développent autour de la question d'une transition juste, qui est un changement de régime, donc l'ouverture à la question de l'écosocialisme, sont une partie du mouvement ouvrier, une partie du mouvement syndical d'Afrique du Sud, des organisations paysannes et populaires, et une nouvelle gauche qui se structure en critique au gouvernement de l'ANC maintenant au pouvoir. Donc vous avez des forces socialistes, des forces ouvrières, des forces populaires qui se regroupent autour de ce nouveau concept d'écosocialisme. Et c'est la même chose que nous avons vu en Amérique latine depuis une quinzaine d'années. On a vu se regrouper en Amérique latine des peuples autochtones, une partie du mouvement ouvrier, des nouvelles forces socialistes autour de ce grand concept-là de bien vivre, de vivre bien, ou d'écosocialisme. Déjà dans le deuxième manifeste écosocialiste qui a été publié à Belém en 2009, nous voyons cette redéfinition-là apparaître et un appel être fait à ces grandes forces sociales pour s'unir vers une transition progressiste qui amènerait un autre système. Ça a été confirmé à Cochabamba en 2010 et il y a 1 an et demi à peu près à Rio, lors du sommet des peuples, cette redéfinition-là de la transition juste en une transition de système, d'un système à un autre, changement de système, a été reprise en gros lors du sommet des peuples à Rio. Donc nous voyons en Amérique latine aussi se développer une nouvelle alliance, peuples autochtones, mouvement ouvrier, force socialiste. Qu'en est-il chez nous? Qu'en est-il dans le contexte du Québec ou qu'en est-il dans le contexte d'Amérique du Nord? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il des luttes, y a-t-il des conflits, y a-t-il des mobilisations qui peuvent préfigurer de ce nouveau type d'alliance? Je pense que l'on peut regarder la bataille autour des pipelines qui se dégagent comme potentiellement ayant cette force-là, cette capacité-là. Si vous regardez, quelles sont les forces qui sont mobilisées tant à travers le Canada qu'aux États-Unis, qu'au Québec, dans la lutte contre l'extension des pipelines? Ce qu'on voit, c'est les peuples autochtones, les communautés autochtones, qui ont été le fer de lance du blocage des pipelines en Colombie-Britannique. Ça a été essentiellement les communautés autochtones. Les mouvements progressistes environnementaux, qui sont beaucoup alliés aux autochtones dans la lutte pour bloquer ces forces-là, appuyés par une bonne partie de la jeunesse de plus en plus radicalisée. Il y a un mouvement qu'on a vu à travers le Canada qui s'appelle Power Shift. C'est essentiellement un mouvement de jeunes radicalisés en alliance avec les militants des communautés autochtones et qui se définissent et qui se donnent comme objectif le blocage des pipelines et le blocage du développement des sables bitumineux. Entre autres, ce mouvement-là va tenir une conférence à Halifax, donc pour les provinces atlantiques, à la fin mars, dans un mois et demi. Et nous voyons une partie du mouvement ouvrier aussi. C'est plus difficile à voir car souvent on a la tendance à mettre l'accent sur certaines déclarations de tel ou tel syndicat hésitant par rapport à eux contre les pipelines ou carrément opposés. Mais ce qu'il faut voir, et j'ai pu le vérifier en travaillant au niveau de l'ensemble du Canada pour le développement du Forum social des peuples qui aura lieu à la fin août, énormément d'appui dans des parties du mouvement syndical à ces luttes-là sur les questions environnementales. Par exemple, l'AC qui se tiendra la semaine prochaine, puis l'AC a réaffirmé son appui à la lutte contre les pipelines, par exemple, et son appui à la lutte d'Idle No More et des communautés autochtones sur les questions climatiques et environnementales. Donc nous voyons ici aussi le développement d'un appui des mouvements de jeunesse, des mouvements étudiants, à ce type de lutte climatique. Donc, pour terminer sur la question des forces sociales, même s'il n'y a pas d'alliance formalisée, concrétisée, comme on a pu le voir un peu en Amérique latine, qu'on pourrait se dessiner en Afrique du Sud, on voit bien au niveau du Québec, on voit bien au niveau du Canada, les possibilités d'alliance en différentes forces. Mouvements autochtones, mouvements de jeunesse, mouvements environnementaux, mouvements ouvriers, autour des grandes luttes environnementales, notamment la lutte des pipelines. Mais bien sûr, ce n'est pas des alliances qui peuvent se faire sans des éléments de tension et de lutte à l'interne. Je peux vous donner un exemple très concret. Une bonne partie du mouvement environnemental québécois était impliquée dans la lutte contre les gaz de schiste en 2010
et à l'époque faisait alliance avec le PQ contre les libéraux, a gardé certaines illusions par rapport au PQ. Et concrètement, je me rappelle, pendant la campagne de Québec solidaire en 2012, en discussion avec plusieurs leaders des mouvements environnementalistes québécois, qui étaient sympathiques à Québec solidaire, ils voyaient quand même l'élection éventuelle avec le PQ de 3 militants et militantes fermes. Il y avait qui? Il parlait de McKay, il parlait de Breton, puis il parlait de la ministre, comment s'appelle-t-elle? Ouais, la ministre des Ressources naturelles. Ils voyaient en eux et en elles des alliés potentiels. Bien sûr, ils ont déchanté depuis 1 an et demi, et on les voit maintenant passer de plus en plus à la critique ouverte, à la rupture avec le PQ. C'est quand même un développement très intéressant qui a été le fruit de leur propre expérience, mais aussi du travail qui a été fait avec eux d'éléments plus radicaux, d'éléments plus progressistes. Mais la question est toujours en débat. C'est dans la lutte, par exemple, contre les pipelines, est-ce qu'on se fie au lobbyisme auprès de ce qui reste de verre au niveau du PQ ou est-ce qu'on se fie à la mobilisation sociale? Alors, c'est clair qu'il faut continuer le travail sur la question de la mobilisation sociale et non pas du lobbyisme. Mais on voit bien qu'il y a des éléments de débat. Faut-il de lobbyisme ou pas? Est-ce qu'il faut avoir confiance dans le PQ ou pas? Est-ce qu'il faut faire alliance avec une partie de la classe capitaliste contre une autre partie de la classe capitaliste, comme on a vu le mettre de l'avant tantôt, Kumi Naddou, le président de Greenpeace? Bien sûr, ce sont des débats, mais nous avons aussi des éléments d'unité. C'est la volonté d'empêcher le tournant pétrolier du PQ, d'empêcher l'exploitation accrue des énergies fossiles au niveau du Québec. Donc, il y a une base d'unité, il y a aussi une base de discussion, une base de débat. Et je pense que c'est la façon que les écosocialistes peuvent développer aujourd'hui les alliances, les fronts unis. Pas une question de rejet, c'est une question de savoir travailler les éléments d'unité et savoir développer aussi les éléments de lutte. Donc, il y a unité et lutte dans ces nouvelles alliances que nous pouvons développer autour des luttes environnementales et sociales. Et je terminerai sur ceci, après on pourra passer à la discussion. Comment situer dans tout ce développement-là un parti comme Québec solidaire? Nous avons vu une nouvelle gauche se structurer en Afrique du Sud, ouvertement anticapitaliste, ouvertement écosocialiste, qui s'appelle le Democratic Front, le Front démocratique, en alliance avec les syndicats plus progressistes au sein de la COSATU, la centrale syndicale africaine, en alliance avec les mouvements paysans et populaires en Afrique du Sud. Nous avons vu certaines forces se développer en Amérique latine. Qu'est-ce que l'on peut voir au niveau politique chez nous? Il faut quand même se rappeler que Québec solidaire est le seul parti au Québec qui a pris position ouvertement contre le développement contre le développement des gaz de schiste et a pris position clairement pour une transition vers une autre forme de régime énergétique, donc le développement des énergies vertes, etc., etc. C'est, je pense, un exemple clair de ce qu'un parti progressiste, anti-néolibéral, avec des éléments anticapitalistes dans son programme, peut faire. Mais je pense que ce n'est pas suffisant, et là entre la question du rôle des anticapitalistes au sein du Québec solidaire et des anticapitalistes et socialistes qui seraient à l'extérieur, c'est que je pense qu'on doit amener dans le débat au sein du Québec solidaire un peu la grande question qui est posée par les militants d'Afrique du Sud quand ils disent comment concevoir la transition juste. Est-ce uniquement un aspect défensif, minimaliste, de réforme du système, de passer d'une forme d'exploitation des énergies, donc les énergies fossiles, vers une forme d'exploitation des énergies renouvelables, ou est-ce le changement de système? Je pense que c'est à nous, c'est notre travail, c'est notre fonction, d'amener une vision de la transition comme n'est pas uniquement une transition technologique, une transition d'un système d'énergie à un autre, mais une transition sociale fondamentale qui amènerait la sortie du néolibéralisme et la sortie du capitalisme vers un autre monde, éventuellement l'écosocialisme. Je pense que c'est notre job, c'est notre travail, c'est un peu la critique que nous pouvons faire au sein de Québec solidaire. C'est le rôle que nous pouvons jouer dans cette forme de coalition, cette forme de front uni anti-néolibéral qu'est le parti politique Québec solidaire. Donc, je m'arrête sur ça.